Consacré à l'analyse, au décryptage des matchs de cette sixième édition du championnat d'Afrique des Nations. Nous voici donc le cap sur les demi-finales qui vont se disputer demain mercredi à Limbé et puis au stade de Japoma à Douala. Du côté de Limbé, il y a cette affiche qu'attendent tous les Camerounais. Cameroun contre Maroc. Les sélectionneurs de ces deux équipes étaient en conférence de presse d'avant-match ce matin. Alors au stade Omnisport de Limbé, Martin Tungoupilé continue de brouiller les pistes. Pour lui, toutes les équipes qui ont joué jusqu'ici lui ont plus ou moins donné satisfaction. Alors, à la question de savoir s'il y aura des réajustements sur son 11 de départ demain, le sélectionneur a dit qu'il faudra bien attendre. Il y a encore la soirée et la matinée de demain avant le match qui se jouera en soirée. De son côté, Amouta, le sélectionneur du Maroc, reste sur sa vision. Il faut aller chercher cette équipe camerounaise d'entrée de jeu, a-t-il dit ce matin donc en conférence de presse d'avant-match du côté de Limbé. Nous en parlons ce soir avec nos consultants habituels qui sont déjà en plateau, dont la dame, la seule d'ailleurs de ce plateau, Hermine Mailly, qui est déjà avec nous. Bonsoir Hermine et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, bonsoir aux companélistes. Bonsoir Charles et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bonsoir Clément. Et Paul, bonsoir Charles, bonsoir Maï, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Alors vous gardez la parole puisqu'on va commencer avec vous qui êtes entraîneur de football. Martin Tungoupilé en conférence de presse ce matin n'a pas dévoilé ses pistes et puis où il va, il brouille les pistes. Martin Tungoupilé dit que toutes les équipes qu'il a mis en place jusqu'ici lui ont donné satisfaction. C'est vrai qu'il y a eu des réajustements et chaque fois que des réajustements sont imposés, il les a apportés. Mais précisément pour le match de demain contre le Maroc, le sélectionneur a renvoyé les journalistes à leur patience. Il faudra patienter demain parce qu'a-t-il dit, il y a toute cette journée, il y a la soirée, il y a la matinée de demain et il se décidera. Oui, je pense que c'est un problème de communication. Il ne voudrait pas que l'on se verse dans des commentaires qui puissent déconcentrer le groupe parce que nous savons tous que il y a à peu près 25 millions d'entraîneurs au Cameroun. Et puis, une fois qu'une piste est ouverte, chacun s'y engouffre avec ses arguments. Et disons que la politique qu'il a entreprise depuis le début, ça marche. Donc, s'il trouve que c'est plutôt demain qu'il donnera la composition de son équipe, libre coup à lui. Il y en a qui peuvent donner la composition une semaine avant, parce que ça ne changerait pas grand-chose. Mais dans notre contexte, je pense que pour sa communication et pour la sérénité et même le calme du groupe, ce serait bien que ça soit fait comme il est en train de dire. Encore qu'il sait exactement avec qui et comment va-t-il le faire. Tout le monde qui est très proche de lui dans le staff et même parfois les joueurs, certains, ils savent de quoi il sera question. Donc on garde un peu pour faire un peu le dos rond parce qu'à ce moment, il faut véritablement faire le dos rond pour que... Et c'est vrai que parfois les entraîneurs, ce qu'ils ne disent pas en public, le disent dans le vestiaire. Ils peuvent ne pas le dire à la presse, mais dans son groupe déjà, chacun sait quelle sera sa place et son rôle demain. Oui, il y a la communication pour le public et la communication en interne. C'est pour ça qu'il y a des moments où on ferme le vestiaire, on se parle dans les vestiaires. On sait exactement comment ça doit se passer. Et à cela, chacun apporte la réponse par rapport au problème. Il peut se trouver il y a des équipes où on pose le problème dès le premier jour de la préparation. On sait que, ok, nous allons jouer tel, on les a observés, ils font ci, ils font ça. Pour pouvoir le contrer, il faudra que nous procédions comme ça. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Si tu es à tel endroit, tu fais comme ceci. Tu n'es pas là, tu fais ça. Et on fait le travail. Et après, on se rend compte que Maï fait mieux que Clément, Charles fait mieux que Hippolyte par rapport quand c'est comme ceci ou comme ça. Et bien, on sent que si Maï n'est pas là, c'est plutôt Charles plutôt que... Donc, parce qu'on a fait des répétitions. En interne, c'est connu, on n'en parle pas. Mais à l'extérieur, on va dire, ok, nous sommes en train de nous préparer. Nous allons prendre l'adversaire comme il va arriver. La difficulté que nous aurons, nous allons trouver la solution. Pourtant, ça fait une semaine qu'on prépare cette solution. Donc, c'est une communication. Ça se dessine régulièrement pendant les séances d'entraînement. Oui, puisque la séance d'entraînement, c'est la mise en place de la situation pour mimer et voir comment est-ce qu'on donne la réponse. Est-ce que la réponse qu'on a envisagée peut marcher de cette manière-là? Si elle ne peut pas marcher, on a le temps de corriger et de repositionner les pions. Bon, il est vrai aussi qu'il y a des joueurs qui ne comprennent pas facilement ça. Il y a des joueurs, s'il n'est pas d'entrée, lui-même il pourrit le vestiaire. Dès qu'il sait qu'il ne va pas jouer, ça devient un problème. Il y en a qui, dès qu'il sait qu'il va jouer, ça devient aussi un problème. Parce qu'il sait qu'il va jouer, il ne fait plus ce qu'il faut faire jusqu'au bout. Il fait à moitié parce que
entre guillemets, est-ce qu'il se réserve, est-ce que... Donc c'est un couteau à double tranchant. Il faut donc savoir véritablement manipuler. Et comme ce sont des hommes, il faut connaître son vestiaire. Et il y a des gens à qui on dit un certain nombre de choses. Il y en a d'autres qu'on ne dit pas. Pas parce qu'on ne voudrait pas dire, mais parce qu'on sait que la gestion qu'il fera de l'information n'est pas la bonne gestion. Il peut la divulguer. Vous pouvez faire une confidence avec quelqu'un dans Charles. Sois sûr que tu sais que c'est toi qui vas jouer en pointe. Il ne faut pas que tu te disperses. Et Charles appelle là à la maison pour dire que hey, moi je vais jouer. Dès qu'il a appelé à Kwama là, que bon, je vais jouer demain, tout le village est au courant que Charles va jouer. On commence à faire le commentaire sur... dans les réseaux sociaux. Oui, mais c'est Charles qui va jouer. Et si à la dernière minute on change, on va dire que mais non, alors que c'est Charles qui devait jouer. Donc c'est très délicat la gestion de l'information dans cette période-là. Cette communication de Martin Tungopil en conférence de presse ce matin au stade de Limbé peut également s'adresser à ces hommes en interne, comme pour dire vous êtes 32, j'ai envie de pouvoir compter sur chacun d'entre vous. Oui, je pense qu'il essaie de protéger son vestiaire comme il peut. La veille du match, alors que l'adversaire n'a pas dévoilé sa liste, il ne risque pas de dévoiler la sienne non plus. Je pense que quand on regarde la moyenne des entraîneurs aujourd'hui de par le monde, il n'y en a pas beaucoup qui publient les listes la veille ou 2 jours avant. Certains produisent, d'ailleurs, même les sites internet des confédérations vous donnent rendez-vous quasiment 1 heure avant le match pour avoir les 11 de départ et tout. Donc je crois que il joue à ce cache-cache-là avec l'équipe adverse. Mais nous savons tous, après 4 matchs, qu'il n'y a plus quelqu'un d'extraordinaire sur le banc. Sauf si il a gardé quelqu'un d'extraordinaire pendant 4 matchs. Mais au moins au niveau des titularisations, il y en a qui oui, il y a des joueurs qui vont revenir. Par exemple, le numéro 6, Onana, je crois, qui a pris un carton, qui était en accumulation de cartons. Je crois qu'il va peut-être revenir. Je suppose qu'il va revenir. Vous ne voyez pas un retour de Meillon, par exemple? Meillon aussi, j'ai vu des gens le réclamer parce que Ngona Tiati a déçu beaucoup. Et Meillon, les gens disent que lui au moins, il occasionne les coups francs, il est fougueux, on le voit beaucoup sur le terrain, mais Ngona Tiati est très discret, il joue comme un junior dans une équipe de grandes personnes. Bon, il peut également revenir. Maintenant, il y a les Manikré, entre Manikré et Soga qui va jouer, mais je pense que la ligne défensive est connue. Je ne le vois pas en train de changer, ni Eta Mengombe, ni le capitaine Banga, ni le latéral gauche qui a remplacé Andoulo, ni même Asana. Donc pour vous, pour des juniors Ndidi, par exemple, en tout cas sur ce match-là, c'est pas... Non, je crois que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 4 matchs où tu as encaissé un seul but, je crois, ou 2 buts. Tu as encaissé 2 buts, donc tu es parmi les meilleures défenses du tournoi. Et au demi-finale, tu viens chambouler la défense. J'ai plutôt l'impression qu'il risque de renforcer le milieu de terrain défensif. C'est-à-dire qu'en plus de Penda, il peut ajouter cet Onana. Et peut-être que... n'est pas mauvais, mais malheureusement, il n'a pas encore joué depuis... En tout cas, bousculer sa défense, Mal lui en a pris lorsqu'il a essayé cela à la 2e journée contre le Burkina Faso en introduisant Ndidi d'entrée, Junior Ndidi d'entrée, et après, il s'est rapidement réajusté en faisant revenir à son poste au relais Tambengombe. Le match, c'est demain. Martin Tungopil maintient le suspense sur son 11 de départ, mais il dit qu'il a envie de pouvoir compter sur ces 32 hommes, ceux qui sont dans la tanière. Au fil des matchs, il a essayé des 11 de départ, il pense qu'il a eu satisfaction jusqu'ici, mais il ajoute que chacun de ces 32 joueurs peut faire le job. Non, mais je pense qu'il va d'abord falloir poser ce problème d'infirmerie, parce que vous savez que Twente est annoncé pour être blessé et n'a pas pris part justement au dernier match et même aux différentes séances d'entraînement avant ce match. On a vu Penda sortir dans cette rencontre sur blessure, parce que vous avez bien vu le geste de Tamengombe qui a fait ça, parce que ça a lâché... non, pour Penda, les nouvelles sont rassurantes. Voilà. C'est justement, je voulais cette communication pour vous dire, et même sur la communication sur l'état de santé de Kal Ndidi, qui, vous savez, la dernière fois également est sorti sur une blessure avec le genou, le médecin, on l'a eu. De la manière officielle disait voilà, c'était un pobo avec le genou. Il faudrait aujourd'hui savoir si justement à ce niveau ces joueurs sont rétablis et sont de ceux-là
pourrait compter le coach Martin Ntungu Pile. Mais je crois qu'avec Clément, il a essayé de vous dresser un peu de manière exacte ce qui se passe généralement dans un vestiaire quand on dit il y a liste et quand on dit qu'il n'y a pas liste, ou alors quand à l'information de certains joueurs sur leur titularisation ou non. Et après, vous avez bien vu que Charles vous a dit que si vous faites le ratio aujourd'hui, on connaît quand même notre équipe titulaire à 75%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on balbutie au niveau de l'attaque et du milieu de terrain. Mais quand vous avez vu la rentrée de quelqu'un comme Pénaché milieu de terrain, je ne pense pas vous prendre le risque de mettre Onana qui jusqu'ici n'a véritablement pas fait. Parce que Onana, c'est, je crois, une titularisation et 2 rentrées, mais qui n'a pas pu justement jouer au niveau que l'on lui prête, ou alors le niveau qui a valu à ce qu'il soit convoqué dans cette sélection de A'. Et quand vous avez vu maintenant un Penda qui est rentrant directement à un quart de finale, donner ce volume de jeu, on a plus vu Oukine. Les gens ne se sont pas demandé pourquoi. Parce que justement, le travail de l'ombre qu'il faisait hier ne lui permettait pas d'être autant en exergue. On a revu, quand vous avez vu, peut-être beaucoup ne le connaissaient pas certainement, un pur produit du Coton Sport de Garoua, qui a fait toutes ses classes là-bas à la maison et qui aujourd'hui est le capitaine de Coton. On ne le connaissait pas du grand public, mais on a vu une seule rencontre de ce Oukine de manière officielle ici au niveau du Cameroun. C'était la rencontre entre Panthère de sportifs d'Undé, et on a vu que c'était pratiquement le même rendu qu'il a eu lors de ce quart de finale, parce qu'il avait justement cette aide dont il a besoin aujourd'hui au milieu de terrain pour la récupération et lui pour orchestrer le mouvement d'attaque. On a vu moins de pertes de balles, on a vu moins de déchets, et quand je regarde ce rendu, je me dis certainement le coach et tout le staff technique ont conscience de ça, et je ne le vois pas trop. Ils ont certainement leurs pièces ou alors leurs arguments sur lesquels ils s'appuieraient pour faire revenir quelqu'un comme Onana dans ce 11 de départ, mais je pense que ce serait assez tôt. Il va falloir que l'on nous dise aussi, côté Tchente, est-ce qu'il est revenu au meilleur de sa forme, est-ce qu'il ne l'est pas, mais quand vous avez regardé, moi je l'ai dit ici la dernière fois, de toutes les rencontres que les A' ont livrées, celle contre la République démocratique du Congo semblait être la plus aboutie. Ça veut dire que dans le fond, dans le collectif, la cohésion, on semblait percevoir quelque chose. Et surtout, au niveau de ce milieu de terrain où on a eu énormément de problèmes lors des 3 premières rencontres. Maintenant, ça va se jouer. Parce qu'on l'a dit une fois, 2 fois, Ngona Tchiachi, je crois qu'il était à son 2e essai, mais ça n'a pas produit l'effet que l'on recherche. Aujourd'hui, quand vous le voyez jouer, vous pleurez Meillon. Et malheureusement, Meillon qui lui-même n'est pas d'autant plus rassurant. Il va falloir à ce niveau peut-être compter avec le retour de Zoua. On l'a dit, Brian Soga, Manikere, moi je pense qu'il n'y a pas photo parce que Manikere a démontré. Brian Soga se cherche encore le perdu. Aujourd'hui, on a besoin des gars qui ont une valeur ajoutée, ceux qui sont d'une certaine manière sûrs, qui ont apporté quelque chose. Il vous convainc, vous, Manikere? Oui, pour ne pas jouer même à son registre. Comme attaquant? Oui, pas attaquant, il est, disons que aujourd'hui il est devenu, voilà, il est le premier défenseur de l'attaque. Moi, et je le préfère, oui, et je le préfère à ce niveau, Charles. Pourquoi? À cause de sa disponibilité, la débauche d'énergie et les différents mouvements qu'il peut créer autour de lui. C'est vrai que l'attaquant, tu l'as dit, c'est ce beau jeu que tu recherches, c'est certainement le but qu'il va falloir marquer, mais quand vous avez vu Manikere dans ses déplacements, la disponibilité, les différents mouvements qu'il peut orchestrer, moi je dis c'est pas pour rien que 2 fois de suite, le coach Martin Ntungu Pile l'a titularisé à ce poste après une première rentrée qui était réussie. Il y a un autre gars que moi je vois dans cette équipe que j'ai vu 2 fois rentrer, mais que l'on n'a pas encore titularisé, ou que l'on t'a titularisé de manière véritable. Mani, je crois que c'est Mani Bertrand, qui également sur le côté fait un excellent travail. Parce qu'au-delà de toute chose, aujourd'hui on a besoin de guerriers. On a besoin des hommes qui peuvent aller au duel, qui peuvent gagner des duels, qui peuvent justement être généreux dans l'effort pour pouvoir terminer un certain nombre d'actions. Et je crois que ces gars-là remplissent pleinement les conditions. Et vous qui êtes entraîneur, Clément Zeko, c'est aussi vrai qu'on choisit parfois une équipe en fonction de l'adversaire qu'on aura en face. Martin Ntungu Pile a fait un pari, par exemple, de titulariser Yannick Dieng contre la RDC. Le Maroc, c'est une autre philosophie du jeu, c'est un autre profil de joueur. Qu'il fasse des changements, qu'il apporte des changements à son 11 de départ demain, ce ne serait pas surprenant. Non, oui, bon, ce que vous dites, c'est un aspect. On choisit les joueurs en fonction d'une chose. La première des choses, c'est qu'il existe 2 types d'équipes. Il y a celles qui agissent et celles qui réagissent. Si vous êtes une équipe qui réagit, ça veut dire que votre premier souci, c'est l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire et comment il va le faire?
qui sont les hommes qui peuvent me permettre de le contenir. Si je suis dans la philosophie de la réaction, je vais choisir mes gens en fonction de que fait l'adversaire et quels sont les joueurs que j'ai. Maintenant, si je suis dans la philosophie d'agir, c'est moi qui pose les problèmes. Maintenant, est-ce que tous les joueurs que j'ai sont à même de porter le projet qui pose le problème à l'adversaire? Là, j'agis. Or, dans le cas du Cameroun aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun doit se mettre dans la posture de la réaction, simplement parce que dans l'action, il n'a pas les mêmes arguments face au Maroc. C'est dans la posture de la réaction. Et dans la posture de la réaction, on l'a vu un peu contre la RDC, avec le repositionnement, après le changement de le changement qui est survenu et qui a rendu une copie, pour moi, défensivement acceptable. Pas seulement acceptable, mais assez bien. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on a un peu vu Oukine, simplement parce que Penda, quand vous avez deux milieux qui sont à la récupération, deux qui sont devant la défense, il faut que clairement, il y ait un qui soit la sentinelle derrière les attaquants et une autre sentinelle devant les défenseurs. Attention que ce soit bien défini. Or, quand ils sont parallèles, quand ils jouent dans le même registre, par moment, des temps d'hésitation, et les temps d'hésitation peuvent donner la possibilité à la visite. Or, l'autre jour, on a vu que Penda, lui, était derrière Oukine. Ce rôle était défini. Et ça a permis que Oukine, dans les actions offensives, se montre un peu plus voyant. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc, le choix est fonction de quelle est la philosophie que j'adopte. Pour le Cameroun aujourd'hui, je crois que c'est une philosophie de réaction. Et dans la réaction, il faut s'outiller avec les hommes capables d'abord d'être généreux dans l'effort, d'aller au charbon, de répéter les efforts, parce qu'effectivement, nous allons nous mettre dans un registre qui va nous demander des efforts. Et une fois qu'on a hérité du ballon, il faut se reprojeter vers l'avant. Ça veut dire que une vitesse, une survitesse. Donc nous avons le ballon, nous n'avons pas le ballon, nous mettons une vitesse pour aller à sa conquête. Lorsque nous avons ce ballon, nous passons à une autre vitesse pour pouvoir aller vers l'avant. Si on ne pouvons pas passer par l'avant, on doit garder la vitesse pour garder le ballon et provoquer le déséquilibre. Les Lions après ont joué 4 matchs jusqu'ici avec 4 équipes d'entrée différentes. Laquelle des 4, selon vous, peut être à même de mettre en difficulté le Maroc, dont vous avez également regardé les 4 matchs? C'est la même équipe, c'est les hommes qui ont changé, parce que l'animation a été exactement la même, sauf à la dernière par rapport à RDC, où le rôle des deux sentinelles devant la défense était bien défini pour Oukine et Ndjeng, non pas Ndjeng, pour Penda. Donc c'est pratiquement le même, on est en train d'animer de la même manière, c'est les hommes qui changent. Pour moi, je pense que renouveler l'effectif qui a joué contre la RDC ne serait pas une mauvaise chose. Parce que sans être le Maroc entièrement, la RDC n'était pas très différent dans l'utilisation du ballon et dans les individualités qui composaient cette formation que le Maroc. Donc le Maroc, la RDC nous a instruit sur ce qu'il faut faire. À nous maintenant de peaufiner, d'aller vers l'avant. Moi, j'opte pour la même chose que contre la RDC, parce que ça a été un peu plus stable et nous avons essayé de lever la tête et jouer par moment quand ça nous a été possible. Après, il faut parler à beaucoup de joueurs qui vont dans des duels avec beaucoup de vivacité. Les Marocains, ce sont des malins, comme le profil de jeu en Afrique du Nord. Si vous y allez un peu trop fort, sans avoir un contrôle, vous accumulez des cartons dans votre équipe, ce qui peut vous handicaper sérieusement. Surtout s'ils vous mènent au score. Parce que quand ils vous mènent au score, ils vous poussent à l'énervement par ces petites provocations-là, c'est-à-dire des gestes qui vont vous agacer et vous pousser à faire des gestes, à réagir démesurément par rapport au match. Mais je pense que la défense du Maroc, je l'ai dit, je l'ai vu souvent, elle est elle aussi friable par certains côtés. Mais il faut de bons porteurs de ballon. Et j'estime qu'Assomo est trop seul dans ce rôle. C'est-à-dire qu'il est quasiment le seul qui peut porter le ballon, aller fixer un adversaire en dribble et tout. Il faut quelqu'un qui peut au moins jouer en 1-2 avec lui pour lui permettre de se déployer un peu mieux. Et ça, je ne sais pas, Ngona Tiati, je l'ai trouvé très fixe sur son côté droit. Un gaucher de ce type, de temps en temps, il peut dézonner. Mais je ne sais pas si c'est la discipline tactique, il voulait être discipliné. Il est resté au poste durant tout le match. Non!
il peut de temps en temps sortir de là, il est gaucher, et jouant du côté droit, ça peut lui permettre de revenir. Peut-être le sélectionneur Martin Tokopila a d'autres qualités qu'il apprécie chez lui, hein, sinon comment... Non, c'est possible. Les mêmes observations, on a eu à les faire lors du match, le dernier match du groupe, oui. Mais en quart de finale, il était encore... Je ne dis pas non plus qu'il est nul. Hein. Je dis que pour ce qu'il représente, parce que je dis, quand vous regardez son gabarit, il est propice aux attaquants qui fignolent dans les défenses. Or, je trouve qu'il est trop, je ne sais pas comment dire ça, gentil avec les défenses adverses. C'est-à-dire qu'il les provoque pas assez. Il doit penser à provoquer. Et c'est là où Meillon peut-être lui est supérieur. Parce que Meillon au moins pense à provoquer et à subir des fautes. On a l'impression, avec Ngona Atiati, qu'il ne veut même pas qu'on le fauche et tout. Il veut toujours rester debout et tout, alors qu'il a l'avantage du pied gauche. Donc je crois qu'il faut un deuxième joueur. Ndieng aurait pu, parce qu'il a l'intelligence de jeu. C'est-à-dire qu'en 1-2, par exemple, il peut très bien jouer. Mais on a tous remarqué qu'il est trahi par ses jambes. La bouteille. Parce que c'est un match où il va falloir... aller au charbon, et on est au 4e match du tournoi. Les organismes, je ne sais pas comment ils ont récupéré. Je ne sais pas comment ils ont récupéré. Donc, est-ce qu'il peut, s'il est en jambes, si on est certain, moi je le pense, si on est certain que Ndieng peut être bien en jambes pendant 35-40 minutes, qu'on le mette et qu'on donne des consignes à Asomo pour qu'ils jouent ensemble. Et qu'on mette à Asomo dans la tête qu'il doit marquer des buts. Je vous ai dit qu'il a un problème. C'est qu'il pense que quand il a fini de dribbler ou de conduire la balle, la responsabilité de marquer les buts, c'est pour les autres. Non, c'est lui qui doit faire la décision. Il faut qu'il se mette ça en tête. Il a été homme du match 2 fois. C'est lui qui doit faire la décision. Je crois que si on lui martèle ça, il pourra sortir un match d'un autre calibre demain et être plus près des buts pour nous inscrire un but. Vous avez vu la seule action où il a voulu aller jusqu'au bout, il a touché le poteau. Ça montre que s'il le fait 2-3 fois, il va cadrer. Donc je crois que le match repose sur ce genre d'éléments. Et avec la défense renforcée, si on est froid et on est calme, on peut prendre le dessus sur le Maroc. Et ici, la décision venait demain du choix que porterait Martin Tokopila sur Jacques Zoa. Ce serait une bonne chose parce que on l'a dit ici qu'il fait partie de ces personnes qui pourraient à merveille jouer le rôle justement d'attaquant fixe avec la possibilité d'une certaine manière de ressortir les ballons de manière propre, de donner la passe juste, de créer justement des mouvements offensifs, savoir avoir ce coup d'œil qui peut donner le ballon dans l'intervalle et dans le temps juste. C'est aujourd'hui les capacités de Jacques Zoa au vu de toute l'expérience qu'il a. Aussi que c'est certainement le leader, parce que quand vous avez regardé toute cette équipe de fond en comble, être allé chercher Jacques Zoa hier, c'est que quelque part aussi on se disait on a besoin d'un leader au sein de cette équipe et aujourd'hui il est le plus représentatif. Ça il faut le dire, demain on sera en face d'une équipe qui est justement assez rusée, assez maligne, qui a justement ils sont habitués, qui a l'habitude de toutes ces grandes compétitions, de ces matchs de haut niveau. Donc, ce n'est pas une équipe qui va reculer, mais qui va bien préparer ces différentes notes. Le Maroc, certainement, peut faire des erreurs. Elle est certes fébrile, mais elle est habituée à ce genre de grands rendez-vous. Elle est habituée à ce genre justement de palier, à ce genre de niveau. Et on espère justement que demain aussi, à nos côtés ou alors dans notre effectif, sur le stade, on aura justement ces joueurs qui ont ici de cette expérience et ce gros volume de jeu. Donc moi, je pense que Jacques Zoa, quand vous avez vu Ndieng, c'est vrai, Paris réussit coaching parce qu'il y a le but qui arrive rapidement. Mais demain, il va falloir être prêt physiquement. Il va falloir être très prêt physiquement. Et vous savez, très souvent, les noms ou alors le passé de ces joueurs portent. Quand on sait quand même que c'est Ndieng qui est là, c'est Jacques Zoa qui est là, les gens sont un peu plus en alerte qu'un Braya Soga ou alors un Manikere.
Parce que justement, il n'a pas le rouage. Vous avez vu, et je crois que c'est Clément qui l'avait expliqué ici, la manière dont Ndjeng a fait, c'est-à-dire le verrouillage, un peu à la basket, justement, quoi, obstacle, sans toutefois faire la faute. Et directement dans le réflexe. Ça, ce sont les habitudes de quelqu'un qui a justement l'habitude de ce genre d'action. Que Jacques Zoua ferait peut-être aussi. Exactement, exactement. C'est certainement ce petit brin-là, ce tact qui nous manque aujourd'hui, alors qui manque à la plupart de nos attaquants, savoir sentir le coup, avoir justement l'enchaînement juste et exact au moment important. On a besoin de ce Yves Clément Roga l'appelait le tueur, d'une certaine manière, quelqu'un qui a le sang-froid face au but, qui met dedans, même si après on siffle au jeu, ou même si après l'arbitre intervient pour dire il y a faute, mais il faut d'abord justement mettre le but dans les filets. Donc, et demain, moi je pense, Jacques Zoua, on l'attend, tout le Cameroun l'attend, et il le sait, tout le Cameroun l'attend. J'espère simplement que demain il aura la chance d'être aligné. On a aussi vu le schéma avec lequel le sélectionneur a terminé le match des quarts de finale. Vous avez vu que le latéral droit a été remonté. Keni oui, il a fait entrer à gauche. Asana, on a fait remonter Asana et on a fait entrer un autre latéral droit. Voilà. Il n'est pas... il a doublé le latéraux. Il peut utiliser ce schéma de même parce que les couloirs marocains marchent très bien. Juste, il faut doubler les couloirs. C'est-à-dire que les arrières latéraux du Maroc, c'est des petits attaquants. C'est-à-dire que quand ils prennent le ballon, ils jouent vraiment comme des gars. Ils viennent des côtés. Ils viennent des côtés. Donc, il peut doubler de ce côté-là, mettre Asana en se disant que bon, il va d'abord défendre, mais comme il est grand, il peut courir aussi, en lui demandant, si tu as réussi à courir, sors un centre au moins pour qu'on puisse jouer. Et à ce moment-là, on aura donc forcément Ngona Tiati qui va faire les frais, puisque c'est plutôt l'arrière latéral droit qui est entré l'autre jour, qui sera titularisé, et Asana monte un peu. De l'autre côté, il n'a pas ce problème parce que Asomo est devant Keni est derrière. Et donc, non, je crois que maintenant, le problème, ça va être l'attaque axiale. Il nous faut quelqu'un qui a de la vista. L'autre problème qu'on pourra avoir, c'est que quand vous avez à la fois Ndjeng et Zoua, puisque nous devons déclencher notre attaque par eux, je veux dire notre défense par eux. C'est-à-dire qu'à la perte du bal, il ne faut pas marcher. Parce que si vous marchez, la première passe de l'adversaire est donnée. Et si on trouve cette première passe, ils peuvent enchaîner derrière 3, 4, 5, 6 passes qui vont nous déstabiliser. Or, il faudrait que dès la perte, que ce premier ballon soit stoppé pour permettre aux milieux qui sont de resserrer, pour qu'il n'y ait pas l'intervalle entre les attaquants et le milieu, pour donner la possibilité à l'adversaire de s'incruster et faire le jeu. Donc, vous voyez que n'ayant pas la bouteille, Ndjeng et Zoua peuvent constituer sur le plan défensif un obstacle pour nous. Pourtant, malheureusement, si on a le ballon et s'ils reçoivent le ballon de manière lucide, ils peuvent nous faire la différence. Donc, ça demande aux sélectionneurs de bien réfléchir sur comment titulariser dans les trois qui seront devant. Parce que les trois qui seront devant, ce sont les premiers libéraux de notre équipe. Ce sont les premiers libéraux. Ils doivent jouer ce rôle-là à fond. Le jeu sans ballon. Ça doit être des joueurs, puisque vous l'expliquez, qui doivent avoir une certaine... la bouteille, prêt à aller au énergie, d'avoir plein d'énergie, qui peuvent encore courir après le ballon. Après le ballon. Courir même pour rien, il faut courir. Vous ne voyez pas Zoua et Ndjeng dans ce rôle-là? Non, pas assez. Ça va être Meillon ou Manikré. C'est là que vous avez vu depuis, il y a cette recette, Manikré qui marche. Parce que quand vous l'avez vu, je vous assure, il est pratiquement partout. Il est vif. Oui. Il a de la bouteille et même Assomo n'est pas en reste. Assomo n'est pas en reste parce que c'est quelqu'un que l'on peut voir justement dans le repli défensif très, très proche de son latéral et avoir aussi la capacité de pouvoir remonter rapidement. Moi, je pense que Meillon aussi le faisait bien, sauf que à son poste, généralement, d'un attaquant, on attend qu'il fixe, qu'il provoque et justement qu'il soit dangereux dans les phases décisives et importantes. Il était beaucoup plus dangereux dans des phases, vous les appelez généralement comment? Non, il y a souvent deux phases. Je crois c'est chez vous les acteurs. Il y a souvent deux phases. Les thèmes m'échappent un peu, les thèmes techniques. En fait, les phases d'attaque. Pas d'attaque. De défense.
lorsque nous sommes en attaque, on parle souvent de la partie du camp où on est très dangereux. Il y a la finition, le déséquilibre, la progression et la Non, et ça, la on est au niveau de la finition. Déséquilibre et finition. Oui. Déséquilibre et finition. On l'a très souvent vu. On l'a très souvent vu généreux dans l'effort pour Meillon. Non, Meillon, le cas de Meillon, mais dans une partie du terrain qui n'est pas très... qui ne nous aide pas. Qui ne donne pas une efficacité. Exactement, c'est ça, qui n'apporte pas le danger. Or, en tant qu'attaquant, en tant qu'au couloir, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire être très très actif dans les zones dangereuses de l'adversaire, mais on le retrouvait très souvent dans le creux de notre milieu de terrain ou un peu en dessous, et c'est là-bas qu'on commettait beaucoup de fautes sur lui. Il tombait, on avait très souvent des coups francs qui n'aboutissaient pas. Voilà une autre phase sur laquelle il va falloir peut-être aujourd'hui s'appesantir, cette phase de coup de pied arrêté. On a parlé tout à l'heure des Marocains qui ne sont pas très grands détails, et il va falloir travailler là-dessus parce que le Cameroun a quand même marqué 2 buts, si je me trompe, sur phase de coup de pied arrêté, justement. Et on a vu que dans cet exercice-là, on avait un garçon comme Fédé qui est aujourd'hui l'un même des meilleurs. Quand vous avez vu le coup de pied qu'il peut mettre, c'est une bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, en fonction du système que choisira d'opérer, avec lequel choisira opérer Martin Toumoupile, il a les hommes pour, mais certainement avec nos forces uniquement. Il y en a qui estiment que Achou Querido se la joue un peu trop confiant dans ses buts, mais il joue aussi un rôle de défense parce que c'est le gardien d'abord qui doit rassurer ses défenseurs. Hein. Oui, lui aussi, c'est son match demain. Oui, je crois que on n'a pas grand-chose à reprocher à Achou Querido, sauf ceux qui, au lieu d'apprécier le beau coup franc de l'adversaire, préfèrent plutôt dire qu'il a mal placé son mur ou il s'est mal placé le but qu'il encaisse sur coup franc. Moi, je dis que le tireur était bien. Il a vraiment une belle frappe fuyante. Ils sont même deux qui font la... Donc, je pense qu'Achou Querido, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que quand il est dans les buts, il n'est pas distrait. Il suit le match. C'est pour ça qu'il joue facilement en libéraux. Parce que quand il regarde la position de ses défenseurs en général et il voit qu'on veut plomber un ballon, il sort rapidement pour boucher le trou. C'est vrai qu'il l'a fait une fois, il a été dribblé parce qu'il est sorti un peu trop tôt. Sa défense était encore dans le jeu, il est sorti trop tôt. On l'a éliminé. Si ce n'était pas excentré, le gars aurait pu marquer un but. Mais il faut qu'il continue à rester attentif comme ça, à parler à ses défenseurs. L'autre point fort qu'il a, c'est la relance au pied. Il joue bien. Il a une belle relance au pied par rapport à notre capitaine, par exemple. Notre capitaine a du mal à... Banga a du mal à faire des relances propres qui arrivent chez un partenaire. Par contre, quand Achou Querido est souvent dans les mêmes positions que lui, il donne des passes précises à ses partenaires. Et ça, c'est un point fort dans l'équipe. Bon, malheureusement, ce qu'il n'a pas, je suis sûr que si Achou Querido avait quelqu'un qui court, vraiment, qui peut faire des contre-attaques, surtout quelqu'un qui peut fixer, je crois qu'il aurait, quand il récupère, il mettrait très vite le ballon vers l'avant. Malheureusement, on a du mal à garder le ballon devant. Et Assomo qui court, il est un peu court sur pattes. Ça fait que son sprint, le temps qu'ils se mettent en route, assez souvent, les défenseurs se sont repositionnés. Si avec quelqu'un qui avait la vélocité, je peux citer Omarou Mamoudou et Bon Ernest à l'époque, avec un gardien comme Achou Querido, il te donnerait de très bons ballons de contre-attaque. Malheureusement, l'avantage c'est qu'on a, depuis qu'on discute, vous avez vu qu'on a parlé de 15 ou 16 joueurs. Ça veut dire que c'est certainement là-dedans que Toumoupile va puiser dans ces 15 ou 16 joueurs. Les autres, je ne sais pas qu'ils ne peuvent pas jouer, mais on a fait un peu le tour, on a vu 15 ou 16 joueurs sur lesquels ils peuvent véritablement compter, quel que soit le plan qui va bien être en route demain. Et ça, c'est donc pour ce bloc, ce collectif, mais il y a quand même des déchets qu'on a remarqués dans le jeu des joueurs camerounais, notamment la dernière passe. Parfois, il y a des amortis qui peuvent être basiques, que certains joueurs n'arrivent pas à exécuter avec beaucoup d'élégance. Ces petits déchets-là, il faudrait également la corriger, parce que si à la dernière passe, surtout au niveau de la défense, vous ne vous appliquez pas, les Marocains, on l'a rappelé ici, ils sont très vifs.
Oui, il faut prendre en deux aspects. Sur le plan défensif, le placement de notre défense par moment nous crée des soucis. Parce que cette défense qui n'est pas très vive dans les situations de poursuite doit éviter autant que faire se peut de se retrouver en situation de poursuite. C'est pour cette raison que les premiers défenseurs de notre jeu, ce sont les attaquants. Pour permettre que, vous savez, quand nous attaquons, la ligne qui attaque est à l'ouvrage, celle qui est derrière est en train de soutenir cette action, mais celle qui est plus en arrière surveille. Or, en surveillant, on est obligé de resserrer. Et quand vous resserrez, les lignes, vous libérez dans votre dos. Il suffit, avec la bonne dextérité d'un latéral ou d'un milieu, il suffit de donner le ballon vers l'avant et vers l'arrière. On donne le nœud vers l'avant et on remet vers l'arrière. Quand on remet vers l'arrière, il peut trouver dans cette profondeur. Et en mettant cette profondeur, on se retrouve en situation de poursuite. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur la transition. Nous venons de perdre le ballon. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Il ne faut pas que le premier ballon sorte. Il ne faut pas que ce premier ballon sorte. Et pendant qu'il se poumone pour aller fermer ce premier ballon, il faut que derrière, on resserre, on ferme les espaces pour que ce ballon, même au cas où on le donnerait, trouve un comité d'accueil à l'arrivée. Et à chaque fois que nous avons le comité d'accueil, on s'en sort bien. Donc, l'erreur de notre équipe, de notre défense, c'est dans son placement quand nous sommes en train d'attaquer. C'est pour cette raison que si j'avais l'occasion d'être avec eux, je leur dirais on attaque en 2 blocs. Donc pendant que nous attaquons, notre équipe doit être en 2 blocs. Un bloc qui s'occupe de cette attaque et un autre bloc qui prépare la riposte. C'est-à-dire que la défense permanente doit être suffisamment bien définie pour qu'à chaque moment, elle soit en train de réagir pour mettre en déroute les Marocains. Parce qu'ils sont très forts dans la reconversion. Ça, c'est sur le plan défensif. Maintenant, sur le plan offensif, nous avons tous relevé que les erreurs que nous commettons très souvent sont des erreurs individuelles. C'est-à-dire, j'ai réussi à prendre le ballon, ou bien tu as réussi à prendre le ballon, tu m'as donné ton partenaire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le relayer. Or, dans mon action de relais, ma technique individuelle ne permet pas que ce ballon arrive au bon endroit. Et même si ça arrive au bon endroit, ça n'arrive pas au bon moment. Il y a un timing dans la qualité de la passe et dans le... Donc, nous devons, malheureusement, nous revenir là-dessus. Mais pour corriger ça le plus rapidement possible, il faut toujours avoir de l'aide auprès de son partenaire. À tel enseigne que si j'ai une petite difficulté, je peux m'appuyer sur celui qui est à côté de moi pour qu'il aille plus loin. Et voilà, Cameroun-Maroc, c'est donc demain mercredi à 20h coup d'envoi au stade Omnisport de la ville de Limbé. Martin Tougompilé, peut-être aussi Hermine Maï ne dévoile pas encore quelles sont les pistes et les orientations qu'il va donner à son équipe. Peut-être parce qu'il y a encore ces fameux tests Covid-19. Il faut attendre les résultats avant de penser, avant d'être sûr de celui qui jouera ou pas. Hein. Ça aura vraiment eu un impact pas toujours positif sur cette compétition. Oui, ça aura vraiment eu un impact pas toujours positif. Et aujourd'hui encore, vous savez, nous sommes rendus à pratiquement, disons-le, presque 24 heures. Les tests ont été faits hier. Voilà, mais... 48 heures avant le match, et c'est seulement quelques heures avant le match demain qu'on donnera les résultats et que chaque sélectionneur saura quel est le joueur sur qui peut compter ou pas. Bien évidemment, moi c'est pour ça que je dis c'est embêtant. Et je crois que plusieurs entraîneurs qui sont sous le feu de l'action l'ont posé comme problème. Je ne sais pas si au niveau de la CAF et même tout son service sanitaire, on n'a pas pu revoir ou alors repenser la chose. Certainement qu'il y a eu cette marge en plus de 10 qui pourrait permettre que tout le monde soit dans le même état d'esprit, avec au départ la possibilité qu'on ait tout le monde qui puisse rapidement jouer comme ça en cas de défaillance. Mais ça pose quand même problème. Parce que tout à l'heure, on le disait encore, quand on fait un briefing de manière profonde sur cette équipe, on est à 15-16 joueurs. Et si aujourd'hui vous avez ce genre de cas en ce qui concerne le Covid, et que vos 15-16 joueurs passent par là, pour ne pas dire peut-être la moitié, vous êtes dans un véritable dilemme, un gros dilemme. Donc aujourd'hui, c'est une triste réalité et il va falloir justement faire avec. Et je crois que vous l'aviez dit, c'est l'un des grands invités de cette compétition, la Covid-19. Donc on est obligé de faire avec. C'est une autre
situation de stress en plus pour les différents entraîneurs, mais il va falloir s'accommoder comme on l'a toujours fait jusqu'ici. Bien heureusement pour nous, je crois que depuis le début de la compétition, on n'a pas eu de cas de Covid. C'est comme si c'était finalement l'affaire de la RDC, cette affaire de on n'a pas eu de cas de de la Covid dans notre état-major. Certainement des petites blessures, et j'espère tout simplement qu'on va continuer dans cette lancée. Et quand c'est fait comme ça, Charles, on se retrouve dans une situation comme dans laquelle s'est retrouvée la RDC. Quand c'est fait à quelques minutes seulement d'un match important, vous n'attendrez quand même pas du sélectionneur qui ne conteste pas ces résultats, ou alors qui demande absolument à faire une contre-expertise. Parce que si parmi les testés positifs se retrouvent les joueurs sur lesquels il avait peut-être construit son jeu, il est obligé de vous demander une contre-expertise, et on perd du temps, on tourne, on est là dans la déconcentration. Surtout quand ça concerne le pays organisateur. Il faut se le dire, quand une compétition est organisée, le pays organisateur est toujours soupçonné de vouloir utiliser et les arbitres, on parle d'arbitrage maison, et les règles, en disant que la fédération, la confédération qui organise va faire quelques avantages en sous-main au pays organisateur. Et maintenant donc, sur les tests, quand ça concerne le pays organisateur comme adversaire à ce match-là, et qu'on vous donne des résultats qui donnent plutôt l'impression qu'on va éliminer vos meilleurs joueurs, forcément, il est humain de contester. Il est humain, il est normal de contester. Surtout s'il y a des précédents. Et là, dans le cas d'espèce, il y a le précédent RDC, qui n'est même pas encore soldé. Parce que, normalement, il faut faire des enquêtes pour comprendre ce qui s'est passé. Même pour nous, Camerounais. Parce qu'il s'agit quand même d'un centre hospitalier d'envergure dans notre pays. Et ça pourrait se redessiner, parce que le sélectionneur du Maroc a déploré cette situation avec les résultats qui arrivent à quelques heures du match. Mais seulement, il faut le dire, en dehors du final, c'était Final 8 de l'Euro de la Champions League européenne, c'est le premier rendez-vous où il y a 16 équipes rassemblées à un même endroit en période Covid. Et donc, c'est vraiment pas évident pour tout le monde, parce que même ceux qui font le test, ils ont un délai pour produire les résultats. Alors, si ce délai-là ne peut pas être tenu à moins que cela, parce qu'on veut être sûr que entre le dernier entraînement et le match, le joueur n'a pas pu se contaminer, donc il faut faire le test le plus tard possible. Je crois que c'est à ça que la CAF a pensé. Il faut faire le test le plus tard possible pour être certain que quand même en arrivant, le gars n'a pas cette chose. Mais il faudra que la FIFA et la CAF fassent des statistiques, même l'UEFA, tout le monde. Depuis qu'on parle de joueurs qui sont positifs au coronavirus, y a-t-il eu même une hospitalisation? Je ne pense pas, je n'ai pas entendu. Ça veut dire qu'il faut que les chercheurs se penchent dessus. S'il est possible que, même contaminé, le gars puisse livrer un match, parce qu'on aura vérifié que les sportifs de haut niveau, compte tenu du niveau d'entraînement qu'ils font, compte tenu du suivi diététique qu'ils ont, etc., ils peuvent résister à cette affaire. Peut-être qu'il faudra assouplir, prendre le risque de faire des tests 3-4 jours avant pour que les sélectionneurs n'aient pas de problème. Le risque sera que, ok, il y aura peut-être un ou deux qui sont contaminés et qui sont en train de jouer. Mais comme les effets ne vont pas plus loin que ça, parce que vraiment, quand je regarde et le Final 8 et tous les championnats qui se jouent, on vous dit que Zidane est positif aujourd'hui, tel est très positif, mais on ne dit jamais que tel est hospitalisé. Quand vous le préconisez là, ça pourrait donner lieu à une compétition de malades. Même si, non, je dis d'étudier la situation. Je dis d'étudier. C'est ceux qui sont malades, si on leur donne l'autorisation de jouer avec les autres. Parce que tu dis malade, une seconde s'il te plaît. Tu dis malade. Porteur du virus si vous voulez. Voilà, les porteurs sains. Parce que le porteur sain et le malade, c'est pas la même chose. Les gars ne développent aucun symptôme. C'est pour ça que les résultats des tests les surprennent. Parce que le type est venu en compétition. Il est en train il s'entraîne normalement. Il n'a aucune défaillance physique. Et puis on lui dit, vous avez le coronavirus. Bon, pour lui, il est porteur sain. Mais je dis que le problème, c'est le moment de remettre le test. On peut le faire un peu plus tôt si on fait des statistiques à l'échelle mondiale pour comprendre si les sportifs de haut niveau. Il y a là une certitude, c'est que le CHAN sur ce point-là aura aidé même la FIFA.
La CAF a bien pensé cette affaire. Absolument. Certainement, il y aura des choses qui vont... Il y aura des améliorations. Oui, forcément, il doit y avoir des améliorations au vu de ce que l'on a vu au Cameroun. Parce que, Charles l'a dit tout à l'heure, on a joué le Final 8 en Champions League, mais ce n'était pas dans la même configuration que dans le CHAN actuellement. Et il a tout à fait raison. Parce que là-bas, c'était des mesures, mais alors plus que prises. On avait des joueurs qui étaient logés à la même... En fait, toutes les équipes qui étaient logées à la même enseigne, au même endroit. Et moi, je dis, quand il le dit, il a très raison, parce que dernièrement, moi, on a un footballeur professionnel camerounais qui a été testé positif au Covid du côté de la Belgique. Mais quand moi j'ai échangé avec le joueur, je lui demande, qu'est-ce qu'on t'a donné? Il dit rien. On m'a juste demandé de prendre la vitamine C et il n'y a plus rien, que je reste à la maison. Je lui ai dit, mais ça fait... Il dit, non, c'est tout ce que l'on m'a demandé. Je vais rentrer faire le test dans 2 jours. S'il est négatif, je rentre aux entraînements. Tu te sens comment? Non, je vais bien, je vais super bien. Mais je suis positif au corona. Je lui ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Il me dit, ah oui, c'est ça. Donc moi, il y a véritablement lieu de s'interroger. Il y a véritablement, parce que même les Congolais que l'on a testé positif, les gars vous disent, ils sont en pleine forme. Il te dit qu'il est en pleine forme, mais il est positif. C'est pour ça qu'on peut vous dire qu'il n'était pas malade. Et puis on lui a donné des médicaments. Parce que d'aucuns s'attendent à ce que le positivisme de Corona se traduise par de la fièvre, des courbatures. Parce que la science a bien expliqué cette affaire. Hein. On peut être porteur sain, ne pas faire la maladie, mais on est porteur. C'est-à-dire, on porte le virus. Et pour ce qui intéresse la FIFA et la CAF, du moment où vous êtes porteur de virus, il y a un problème. Vous ne devez pas jouer. Il faut vous mettre de côté. Clément Zeko, la Confédération africaine de football a tranché. On ne franchira pas le cap de 25% de remplissage du stade. Ça restera pareil en demi-finale et en finale. Ça se comprend. Elle dit que les rapports au niveau de sa commission médicale révèlent que les protocoles ont été violés dans les tribunes. On a vu, pour ceux qui ont regardé, et même à la télé, seulement le match Cameroun-RDC, les gens s'empilaient pratiquement, les gens étaient carrément entassés. Oui, elle a raison. Quand vous prenez les sportifs, les compétiteurs, qui sont suivis à la loupe tous les jours, et on voit qu'il y a des cas de Covid qui sont déclarés alors qu'ils sont suivis à la loupe. Maintenant, quand vous voyez le public qui arrive au petit bonheur la chance, peut-être un cache-nez, peut-être, et qui ne respecte pas les distances, on se rend compte qu'il y a risque d'aggraver la situation. Donc pour ne pas aggraver, pour ne pas être le responsable de cette aggravation, je pense que la CAF fait bien de ne pas augmenter, de dépasser les 25%. Parce que déjà même les 25% étaient quelque chose, je peux dire, exceptionnel. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Les stades sont à la limite vides. Donc si on nous a accepté 25%, et malgré tout, nous voulons passer à plus, alors que nous ne faisons aucun effort pour, à notre niveau individuel, de stopper les facteurs à risque, vraiment, il ne faut pas que la CAF porte sur elle la responsabilité. Elle a raison, à mon sens, de ne pas augmenter. Mais là, ça veut dire que pour le match de samedi dernier à Japoma, il y en a qui ont décoiffé les sièges, parce que les sièges qui sont condamnés par des rubans. Absolument. Si quelqu'un était assis très proche de notre spectateur, ça veut dire que les gens sont allés dans des comportements qui ne sont pas... Oui, bien sûr. Et ça, c'est ce que Clément dénonce. Si nous-mêmes, on ne peut pas être le premier facteur individuel, justement, pour stopper l'aggravation. Moi, j'ai vu, parce que vous savez, généralement, ils arrivent au stade en groupe d'amis. On arrive avec son époux, sa copine, son fiancé, et ainsi de suite. Et quand vous venez, vous trouvez que sur 3-4 chaises d'affilée, on a mis les autocollants interdits de s'asseoir. Les gars arrachent parce qu'il veut être près de sa copine, près de son fils, près de... Ils le font depuis le début. Mais justement, et on fait la sourde oreille lorsque le volontaire vient vous passer. Exactement. Vous qui avez été au stade, ils font ça lorsqu'ils vont vu que même votre cache n'est pas bien mis. Ils viennent vous dire. Mais vous imaginez bien que quand il y a un groupe de danse qui est là, le volontaire, sa voix ne va pas porter. L'autre chose, c'est que ces mauvais comportements viennent même des gens qui devaient donner l'exemple. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit que le corona, c'est l'incohérence totale. On a vu des images hier, par exemple, de ministres qui embrassaient les joueurs sur la tête. Systématiquement. Chacun est passé et faisait un bisou sur la tête. Elle avait son masque, hein?
Elle avait son masque. Elle Elle avait le masque, les joueurs n'avaient pas forcément le masque. Je ne suis pas certain qu'elle avait son test de moins de 48 heures, qu'on vous impose à vous les journalistes pour faire des interviews. Ce genre de choses sont multipliées dans le pays. À certains moments, quand vous vous asseyez devant votre écran, vous regardez les images des cérémonies qui se déroulent au Cameroun, où il y a des autorités qui devaient faire respecter, vous vous demandez, cette affaire-là, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui y croit? Est-ce qu'on peut toujours regarder ce que font mais c'est l'exemple. Non, je est-ce que ça ne devrait pas commencer de manière individuelle? Non, je ne discute c'est comme pas. celui-là qui est dans le véhicule. Je ne discute personne. Ce que je veux dire, et qu'on comprenne, c'est que quand vous mettez vous-même, c'est-à-dire que c'est les autorités qui ont pris les mesures barrières. C'est ça le problème. C'est-à-dire les autorités, c'est le PM, vous savez bien, qui a édicté des mesures barrières. Ça suppose que ceux qui sont ses proches collaborateurs, c'est-à-dire tous les membres du gouvernement, devraient les observer de façon stricte. Dès qu'il y a un petit manquement, comment allez-vous contrôler le gars qui vend son eau au carrefour pour qu'il respecte, quand il a vu que celui-même qui a édicté là, il n'est pas en train de respecter. C'est de ça que je parle. Ces mesures barrières, l'interdiction d'embrasser. Donc même si madame avait le cache-nez, ce geste... C'est interdit. On ne doit pas saluer de la main, on ne doit pas embrasser, on doit se tenir à 1 mètre systématiquement. Tout cela est fait de façon moyenne. Et au stade, je vous ai dit, les gens vous disent, moi je ne peux pas crier avec le cache-nez. Vous voyez les mains sur le visage. Parce que vous dites cache-nez, mais elle est obligée de les toucher. Et quand elle a touché un joueur, même si elle avait mis le gel, en allant toucher l'autre, si le premier est contaminé, elle va mettre le virus sur l'autre. C'est ça le problème. Donc je dis, il faut qu'on soit assez strict dans ces choses. Et tous ceux qui visitent la tanière, je ne suis pas certain qu'ils ont tous présenté le test de 48 heures. J'ai vu des humoristes. Ils ont présenté le test de 48 heures avant d'aller égayer les footballeurs. Donc je crois que honnêtement, les mesures doivent être prises d'autant plus, Sylvestre, que le public, vous avez vu l'autre jour, il a envahi le terrain. C'est-à-dire, il s'est rapproché des joueurs, le grand public. Là-dedans, vous ne savez pas qui est malade, qui ne l'est pas. Ils veulent toucher à leurs idoles, ils veulent les embrasser et tout. Parce que curieusement, les spectateurs ne sont pas soumis à la présentation d'un test Covid. Non, ils ne sont pas du tout. Et comme on est indiscipliné, c'est pour ça que je vous dis que je ne nous défends pas. Nous sommes inciviques, sérieusement. C'est l'une des plaies au Cameroun en ce moment. L'incivisme, les gens roulent du mauvais côté, on ne respecte rien. Parfois, quand vous respectez, vous êtes idiot. Aujourd'hui, quand on vous voit avec un masque, vous êtes un extraterrestre. Il y a des gens qui demandent que c'est encore qui ça. Et là, tu crois que tu es trop prudent. C'est des choses qu'on vous raconte. Parfois, quelqu'un vient, il veut vous faire la bise, vous tendez le coude, il dit donc, tu crois que j'ai le virus. Pourtant, Charles, puisque nous sommes à la télévision, il faut bien rappeler aux Camerounais et à tous ceux qui nous regardent ce soir qu'on en meurt encore même aux Camerounais. Bien sûr. Même dans notre entourage, nous avons des témoignages, nous avons des proches qui très récemment ont été victimes de cette... C'est pas une blague, de toute façon. Et vous le dites, finalement, on a du mal à comprendre cette affaire de Corona, surtout en milieu sportif. Les joueurs qui ont le droit de s'embrasser sur le stade, et pendant les hymnes, parfois ils sont à 1 mètre. De cracher sur la pelouse, ce qui est d'ailleurs incontrôlable. Vous pouvez quand vous avez couru, vous êtes obligé de cracher. Et quand il revient au banc de touche, où il est seul, il met le masque. Et quand il revient, il va saluer. Il salue tout le banc de touche. Il y a plusieurs ballons qu'on utilise. Voilà. Il y a plusieurs ballons qu'on utilise. Quand un ballon sort, qu'est-ce qu'on fait? On le remet sur le terrain. J'ai remarqué ici qu'à la pause, on désinfecte les bancs de touche. Lorsque vous faites un tour, sans faire la publicité, à l'école de football de Brasserie, quand il y a un match, autour du stade, il y a des bacs avec de l'eau et du javel. Quand un ballon sort, on le plonge d'abord dans le bac de javel avant qu'il ne reparte sur le terrain. Mais je n'ai pas cru voir ça lors du tournoi. Parce que les stadiers et les joueurs et les arbitres sont supposés avoir un test négatif. Ils sont supposés. Et alors que nous sortons de cette émission, il faut qu'on soit bien clair, Hermine, Charles, Clément, le CHAN, c'est un galop d'essai pour la CAN en tout. Et même l'euro. Surtout sur le plan sanitaire, parce que si
d'ici à la CAN, qui est dans 11 mois, on n'a pas encore trouvé véritablement une solution pour cette affaire de coronavirus. Ce qui se passe aujourd'hui avec les comportements les uns des autres peut avoir un impact sérieux sur la CAN. Il ne faut pas être surpris qu'après qu'on dise qu'au lieu de 25%, ce sera même 5% dans les stades. Absolument. Or, les Camerounais ont envie de faire la fête au mois de janvier 2011. Merci Herbie d'être venu. Merci à vous Clément. Merci à Charles. Merci à toutes les équipes techniques qui ont été là ce soir, conduites par le réalisateur Emos Fongo, Cédric Chouna, Eric Florent Ouattat, Innocent Abega et tous les autres. On vous donne rendez-vous demain, juste après cette demi-finale très attendue entre le Cameroun et le Maroc. Mais tiens là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir. Africa, Africa, we are champions.